Voilà, donc je vais me présenter, puis je vais donner quelques éléments de contexte par rapport justement à ce projet GeoProject. Donc je suis en charge à Carré d'Art Bibliothèque à Nîmes d'un petit laboratoire des usages qui s'appelle Labo Carré, qui existe à peu près depuis une dizaine d'années, qui fonctionnait non pas sous cette appellation-là, mais plutôt sous un ancien label dont on a parlé un peu ce matin, puisqu'il s'agissait des espaces culture multimédia. Et pendant ces 10 ans, on a expérimenté avec une spécificité propre finalement à Labo Carré, puisque ce laboratoire se propose de créer des outils de médiation culturelle en s'appuyant sur la compétence des artistes numériques. Alors, des artistes numériques, pourquoi finalement s'appuyer sur la compétence des artistes numériques? C'est que bien souvent, ils ont un appareil critique, puisqu'ils développent leur propre système d'information et qu'ils l'intègrent dans leur art. Donc ils ont une vision assez critique finalement de l'usage des nouvelles technologies dans la société. Et il nous paraît assez important pour nous, espace d'expérimentation et de médiation, de pouvoir répercuter finalement cette pensée critique. Donc ça c'est la première chose. La deuxième compétence qu'ils développent, c'est des compétences plutôt techniques. Et bien souvent, donc ces artistes sont aussi des développeurs, et plus particulièrement des développeurs qui travaillent plus volontiers dans le domaine du libre ou de l'open source, qui n'est pas tout à fait la même chose. Et on est aussi ouvert à des gens qui développeraient éventuellement du propriétaire, à condition qu'il ait un usage plutôt généreux, on va dire. Aux États-Unis, on appellerait ça le fair use, c'est-à-dire des gens qui acceptent qu'on utilise dans un cadre public et culturel leur technologie, leur méthodologie. Voilà, donc ça nous est arrivé aussi de le faire. Donc, on privilégie plutôt les approches autour du livre et de l'open source, mais il arrive aussi que des fois, pour des raisons qui sont propres en fait à la pratique artistique de l'artiste, ou qui sont aussi propres à des outils ou des technologies qui sont plus adaptées ou plus puissantes dans le domaine de la création. Voilà. Ça, c'est le deuxième aspect. Et la troisième particularité de l'artiste numérique, c'est que bien généralement, l'artiste dépasse, on va dire, les formats imposés par l'industrie du logiciel. Il les fait éclater. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de détournement. Donc effectivement, on travaille beaucoup, nous, sur cette approche du détournement des outils qui sont quelquefois fabriqués par les artistes ou par des pirates ou des hackers, et on les détourne à notre tour. On est là on devient plutôt corsaire, j'ai envie de dire, et on les détourne pour l'intérêt général et le bien public. Bon, on le fait évidemment avec leur assentiment. GeoProject est né de ça, en fait. C'est suite à une rencontre avec un autre laboratoire des usages qui s'appelle Labo Média, qui est situé du côté de Orléans, et avec qui on avait noué une relation de travail et d'expérimentation, et en échangeant en fait sur justement le rôle des médiathèques dans l'accompagnement des cultures numériques, dans la médiation à ces cultures auprès des publics les plus éloignés, on essayait de voir, de capter un peu, puisqu'on n'a pas d'outils, j'ai envie de dire, qui permettent d'évaluer les besoins, surtout lorsqu'on veut inventer ou innover. Donc on est obligé d'observer finalement sur le web les expressions culturelles qui émergent, et on se dit que si on constate une émergence de ces expressions-là, on peut raisonnablement penser qu'elles seront un jour ou l'autre
qu'elles deviendront un peu la norme, j'ai envie de dire. Donc l'idée, c'est un peu d'anticiper ces usages-là, et on avait constaté qu'un nombre important de publics et d'outils était en train d'émerger, notamment dans le domaine de la cartographie culturelle, avec des outils comme Google Earth, des outils comme, ou même toutes les technologies qui utilisent le GPS et qui permettent à des gens de construire son itinéraire. Et on avait aussi observé toute une production autour de la carte, en lien avec les arts, notamment dans le domaine des arts numériques. Donc on a un peu prospecté. Et on s'est aperçu que ces outils-là, finalement, c'était en 2008, n'étaient pas si accessibles que ça. On a donc cherché ce qu'il existait dans le domaine de la cartographie libre et ensuite participative. Et donc on a fait donc la découverte d'OpenStreetMap et on s'est dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas construire un outil d'expression culturelle qui s'appuierait finalement sur OpenStreetMap. Et à l'origine, Labomédia avait un projet qui s'appelait MetaMap et qui permettait de mettre sur une carte du son, enfin des images, et d'avoir une petite présentation sur la carte de ces images-là. Et nous, en tant que bibliothèque, on cherchait plutôt une approche cartographique en lien avec la narration, en lien avec le récit, parce que nous sommes aussi une bibliothèque et qu'on est intéressé par les nouvelles formes de littérature, une nouvelle forme de narration, ce qui est un des axes forts du Labo Carré. Donc on a essayé de voir ce qui existait dans la communauté du livre en la matière, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'outils qui permettent d'allier à la fois la cartographie et la narration. Voilà. Donc on a réfléchi avec des bibliothécaires à créer cet outil-là et on s'est posé la question du choix d'outils. Et on s'est tourné vers WordPress en fait. Et WordPress étant à l'époque et toujours aujourd'hui un des principaux outils utilisés par des non-informaticiens pour pouvoir produire des contenus. Un quart des sites mondiaux est produit sur WordPress. Donc l'idée c'était de dire voilà, on va développer un outil d'éditorialisation, il faut qu'il s'inscrive dans une communauté d'usagers libres suffisamment importante pour qu'il puisse être à un moment donné utilisé et qui puisse répondre à ce besoin de raconter des histoires sur la carte. Fort de ce premier diagnostic qui a pris du temps et qui est passé par plusieurs étapes, il nous a semblé important d'avoir un premier prototype très rapide pour pouvoir justement tester des scénarios d'usage en lien avec les usagers de la bibliothèque. Donc on a créé en fait un premier thème. GeoProject, c'est un thème cartographique donc, qui s'adapte à WordPress. Et on a créé donc une première version qui s'appelle Denim. Ouais, d'accord. Excusez-moi. Qui s'appelle Denim vers ailleurs. Et qui a servi de plateforme de test finalement. Voilà. Et qui était hébergé chez Labomédia. Donc je parlerai tout à l'heure de la partie hébergement. Et on a testé donc, dans le cadre des activités du Labo Carré et de cette ECM, puisque ça a fait un peu la transition. Et dans le cadre de nos actions de médiation, on a testé cet outil avec un certain nombre d'acteurs de la localité, donc beaucoup d'associations, des usagers
qui venaient à la bibliothèque pour apprendre éventuellement à se servir d'un blog, puisque le WordPress est un moteur de blog, et on profitait de ces temps de médiation et d'appropriation des outils pour leur dire voilà, on a inventé un outil qui peut apporter une plus-value, qui peut peut-être éventuellement vous intéresser si vous avez un voyage à raconter, si vous avez en fait une histoire qui se rapporterait à la découverte d'un territoire, à un carnet de voyage, vous pourriez éventuellement utiliser cet outil-là. Et donc on a une trentaine de personnes et d'acteurs qui ont utilisé cet outil-là. Donc cet outil qui permet en fait de... on va utiliser, je vais regarder, voilà, par exemple celui-là, qui permet donc sur une carte, là en l'occurrence OpenStreetMap, de pouvoir éditer du son, de la vidéo, du texte, et surtout de géolocaliser donc ces médias-là, quoi. Donc on peut visiter comme ça, directement sur la carte. Donc là, la personne qui a fait ça, c'est une personne qui venait tous les samedis matins de 10h à midi, après avoir eu une formation à l'outil qui dure 2 heures. En 2 heures, vous êtes capable de comprendre la logique architecturale de l'outil, comment il est organisé en interne. Hein. On a le gros projet éditorial de Libérieur, et ensuite on a des micro-projets, donc qui peuvent être conçus comme autant de parcours, de visites, thématisés. Hein. Et ensuite, dans chaque micro-projet, on peut mettre une carte qui peut représenter des histoires sur un territoire donné, et sur chaque carte, on peut mettre un média. On peut mettre un média à l'infini. Voilà, alors ce qui est intéressant chez cette personne, c'est qu'elle avait effectué un voyage à l'âge de 22 ans, et que 10 ans après, elle avait conservé toutes ces informations, toutes ces données, donc elle les a repris et elle les a recontextualisées dans ce carnet de voyage numérique. Ça lui a permis en fait de revivre un peu son voyage, et on a donc à la fois une lecture directe sur la carte et ensuite une lecture plus approfondie dans le marqueur. C'est-à-dire que là, on peut vraiment développer et aller en profondeur. Et ce qui est intéressant ici, sur cette approche-là, c'est que on a en fait, ça a été un premier préalable, une première initiation à ce qu'on a appelé plus tard l'édition transmédia, c'est-à-dire comment est-ce que finalement, à partir de médias dispersés qui appartiennent à des champs disciplinaires, la vidéo, le cinéma, l'écriture, la musique, comment est-ce qu'on arrive à transpercer, on va dire, ou à transfigurer l'ensemble des disciplines pour créer un genre. Hein, un genre. Bon, là, c'est le récit cartographique. Voilà, donc, et sur cette première version, pour pouvoir participer à ce projet-là, eh bien, il fallait être d'accord pour rentrer, j'ai envie de dire, dans une éditorialisation un peu collective, quoi. Donc il fallait passer par moi ou par le labo carré et être compris finalement dans une expérience collective. À titre d'exemple, je vais vous montrer aussi quelque chose qui nous a un peu marqué, qui est la découverte quand on s'est interrogé justement sur le rapport des Nîmois à leur territoire et à la représentation du territoire via les cartes, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui existe dans le domaine de la cartographie sur Nîmes? Et donc on a googlisé, on a fait une recherche sur la cartographie, et on a fait remonter tout un tas de documents, dont un qui nous a assez surpris, puisqu'il s'agissait du plan
du Grand Prix de Nîmes qui a eu lieu en 1932-33, plutôt 33 j'allais dire, et qui était un circuit qui était installé en pleine ville, en plein cœur de ville, du côté des allées de la Fontaine. Et on s'est dit, mais c'est incroyable que, voilà, il est là, c'est incroyable qu'à cette époque-là, en plein cœur de ville, voilà, on a un circuit qui doit faire à peu près 4 km, quoi, et autour desquels sont exprimés les plus grands champions, parce qu'à l'époque, chaque ville avait son... Ça, on l'a appris après, en fouillant dans les archives et en faisant des recherches, chaque ville avait son Grand Prix. Et à partir de ce projet-là, on a mis en place une équipe de géo-web reporters. Donc 4 jeunes filles et un garçon donc, qui étaient des services civiques et qui avaient choisi justement d'enquêter sur l'impact de ce circuit sur la ville et qui ont réussi à retrouver des témoins parce qu'elles ont fait tous les cafés qui bordaient le circuit, et dans un des cafés, il y avait une grand-mère qui, à 6 ans, a vu le circuit, donc elles sont allées l'interviewer, et ensuite elles l'ont mis en ligne sur la carte. Donc là, ça ce sont les allées telles qu'elles sont aujourd'hui, et on retrouve donc tous les documents. Donc, qui sont des documents qu'on a retrouvés ensuite dans le fonds patrimonial de la bibliothèque, mais aussi dans les archives municipales. Donc, on a croisé un peu les différentes sources, quoi. Voilà. Donc, après cette première version, là, on a eu un retour en fait de toutes ces personnes. Beaucoup nous disaient, on aimerait en fait avoir notre propre projet, quoi. On aimerait éditorialiser notre propre projet et ne pas être obligé de passer par la plateforme collective. Et comme c'était une demande assez récurrente, ce qu'on a décidé, en fait, c'est de figer cette version-là, et sans néanmoins perdre de vue l'idée de revenir vers quelque chose de plus collectif, mais là, ça répondait vraiment à un besoin exprimé par les porteurs de projets. Ils voulaient leur propre géoproject, en fait, enfin leur propre projet cartographique. Donc on a décidé de créer, de libérer finalement l'usage de la plateforme en mettant à disposition en fait les codes sources du projet. Donc si vous voulez, vous pouvez le télécharger ici. Vous avez la version actuelle, donc qui marche avec le thème, qui est la version 4.3. Aujourd'hui, je crois qu'on est à la 4.5. Alors j'ai mis 4.3 parce qu'ensuite, WordPress évoluant, quelquefois ils changent les modalités d'édition de leur propre plateforme, quoi. Donc nous, il faut qu'on soit assez vigilant et qu'on fasse une mise à jour assez fréquente. Voilà. Et le thème, vous pouvez le récupérer ici. Voilà. Donc là, je vais vous montrer en fait ce qu'on a fait. Vous voyez, c'est Labo Carré en fait. C'est donc notre entité. On a ouvert un compte sur GitHub. GitHub étant une espèce de plateforme qui permet de partager les projets open source. GitHub vient du logiciel Git, qui permet de travailler, de développer des logiciels libres de manière collaborative. Et le fait de le mettre sur le net, et donc de l'appeler GitHub, ça permet en fait de développer, là, cette fois-ci, une communauté de développeurs. Donc, nous, on s'est concentré sur la communauté d'usagers, et là, on est en train d'essayer de développer une communauté de développeurs autour de GeoProject. Donc, on retrouve, en fait, si vous voulez, la personne, le fait que ce soit open source ne signifie pas que les développements sont anonymes, donc il y a bien la personne qui a développé GeoProject.
Et ici, vous avez en fait le master, donc que vous prenez et que vous mettez directement dans WordPress. Et ensuite, quand vous vous reconnectez sur WordPress, vous activez en fait le thème et vous pouvez retrouver donc les catégories qui vous permettent de créer des projets cartographiques, des cartes et ensuite les marqueurs qui vont aller sur les cartes. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous projetez de créer une plateforme de blogging pour l'usager parce que là, on les oblige à télécharger WordPress, à l'installer eux-mêmes sur leur propre serveur, etc. Est-ce qu'à un moment donné, c'est un service que peut offrir le bibliothèque, c'est-à-dire que voilà, vous avez un plateforme. Je répète ma question, en fait, voilà. Est-ce qu'à terme, vous projetez d'offrir une plateforme de blogging aux usagers? Parce que là, effectivement, l'usager peut télécharger la solution, peut l'installer lui-même, etc., ce qui est très bien, mais pour l'usager le moins averti, ça pourrait être intéressant. Donc, est-ce que c'est un projet qui... est-ce que vous projetez? C'est justement ce sera la deuxième phase, c'est-à-dire que tous ces projets qui sont portés justement par les acteurs, on les agrégera via une plateforme GeoProject qu'on créera, on va dire, mais ce qui permettra en fait de créer, j'ai envie de dire, un espace où chaque usage, chaque scénario peut s'exprimer. Donc finalement, quelque part, je pense qu'on reviendra un peu à ce qu'on avait fait au départ. Donc il va falloir trouver un peu le mix entre les deux, quoi. Voilà, là par exemple, en entendant Fukushima, donc c'est un artiste de radio nîmois qui s'est servi de cet outil-là pour créer sa propre communauté suite à la catastrophe, en fait. Il a voulu savoir un peu et connaître l'impact de ce drame, on va dire, sur la création artistique contemporaine. Et il s'est servi de cet outil-là pour fédérer un questionnement plus large en intégrant la communauté artistique sur comment ils ont ressenti un peu, j'ai envie de dire, cette catastrophe. Et donc, ça lui permet en fait de lancer des appels à projets. Et les artistes musiciens, photographes, vidéastes lui envoient régulièrement en fait des contenus qu'ensuite il place sur les cartes et qu'après il partage. Voilà, donc là c'est une grosse communauté qui s'est développée. Alors pour le coup, il a bien répondu cahier des charges entre guillemets au départ, de Nîmes vers ailleurs. Alors, du coup, là, on se retrouve vraiment sur une échelle tout autre. Il a gardé l'architecture design, on va dire, tout en personnalisant derrière, voilà. Et on retrouve, ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque publication peut se retrouver aussi sur la grande carte, où là on a une vision en fait de tout ce qui est produit sur le site. Là du coup sur le monde entier, quoi, voilà. Donc ça c'est plutôt en lien avec les acteurs ou les artistes. Et ensuite la problématique du Labo Carré, c'est aussi de dire comment est-ce que finalement on partage ce projet-là. Donc, moi je l'ai délibérément orienté sur le public au tout début, sauf que quelque part on se coupe finalement de l'équipe en interne. Et bien souvent on a eu des retours extérieurs de gens qui utilisaient cet outil-là vers la bibliothèque, et la bibliothèque n'était pas forcément au courant des innovations qu'on pouvait mener au sein de la bibliothèque. Et donc l'idée, dans le cadre de la requalification, ça a été, qui a été entreprise il y a 2 ans, c'est de dire, bon ben voilà, il va falloir qu'on réfléchisse à une organisation qui permette d'intégrer l'innovation
ce qui est inventé dans le labo carré, de l'intégrer dans une démarche professionnelle et dans un organigramme fonctionnel. Voilà, et c'est ça qu'on est en train de travailler avec à Carré d'Art. Et du coup, on est parti sur des cycles de formation du personnel. J'ai envie de dire des formations un peu à vide, hein, c'est-à-dire que je les forme à l'outil sans vraiment avoir de préconçu sur ce qu'ils pourraient en faire. Et c'est eux ensuite qui disent « Ah mais tiens, moi je pense que ça peut être intéressant pour valoriser par exemple une approche patrimoniale ». C'est ce qui s'est passé donc, dans le cadre du... On l'a fait justement dans le cadre du rapprochement des deux BNR Nîmes-Montpellier. Donc là, je ne vais pas vous montrer réellement la plateforme sur laquelle on est en train de travailler avec les bibliothèques de Montpellier parce qu'elles sont en cours. Mais ça nous a permis, par exemple, de faire remonter... de faire remonter... Par exemple, ici, là, c'est Félix Bonfils, qui est un photographe du Gard, et dont on a retrouvé les clichés à la bibliothèque. Et comme c'est quelqu'un qui était parti dans le Moyen-Orient, et en Extrême-Orient aussi, et qui était revenu avec tout un tas de photos du début du siècle, on s'est dit que ce serait intéressant de géolocaliser un peu tout ce contenu-là, de le valoriser. Et ça commence même par rapport à Saint-Hippolyte-du-Fort, parce que quand on est allé sur le site de Saint-Hippolyte-du-Fort, le site de la ville, on n'a trouvé aucune trace de Félix Bonfils. Donc on s'est dit, il y a un patrimoine oublié, nous-mêmes qui avons les clichés, on l'avait oublié. En plus, c'est quelqu'un qui rentre dans l'actualité parce que c'est un des tout premiers à avoir photographié Palmyre, mais vraiment dans ses grandes lignes. Et donc, on s'est dit, on va essayer de voir comment est-ce qu'on valorise ce contenu sur la carte, et ensuite comment est-ce qu'on va l'intégrer dans des dispositifs de médiation. Donc là, on est vraiment dans... et donc on a présenté ça dans un dispositif au sein de la ville de Nîmes qui s'appelle les écoles numériques nîmoises, qui travaillent en lien avec le Mas Boulbon, qui font des classes de découverte. Et donc, on a pris contact avec eux et avec le château d'Espérance, donc qui est sur Saint-Gilles, et on va se rencontrer parce que eux, leur thématique, c'est le voyage au 19e siècle, et nous, justement, c'est un photographe du 19e siècle, donc peut-être qu'il y a des échanges, des choses à faire, mais ça sera peut-être pour 2017. Voilà, donc les usages autour de cet outil cartographique sont vraiment nombreux et divers. Je vais peut-être, je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes, terminer peut-être par les outils de médiation un peu culturels, sociaux, j'ai envie de dire. La dominance était plutôt en lien avec la découverte des quartiers, ou la découverte ou la visite d'un quartier par une approche plus sensible du territoire, plus créative. Alors ça, c'est un projet qui est assez intéressant parce que il est né d'une rencontre. Donc on travaille en lien avec les espaces publics numériques de la ville, qui sont répartis un peu dans les quartiers. Et il y a eu un projet qui a été mené, un projet de résidence avec une photographe, Lucille Robert, et qui, avec 18 habitants, ont scénographié, on va dire, leur vie dans les quartiers, à partir de leur personnalité. Voilà, donc tout ce qu'elles ressentent, elles l'ont exprimé, on va dire, dans une création photographique. Et ensuite,
bon, fort de ce matériau-là, elles ne savaient pas comment le valoriser en fait. Donc elles allaient faire une espèce de classeur avec quelque chose de très simple, mais qui n'aurait pas pu être forcément partagé. Donc quand ils ont vu cet outil-là, ils ont dit est-ce qu'on peut valoriser le travail de médiation qu'on a fait sur ces quartiers-là. Et donc c'est ce qu'on a fait assez vite en fait. Et à un moment donné, c'est de poser la question de la localisation. C'est-à-dire, est-ce qu'on géolocalise les contenus et les personnes, parce que c'est des personnes qui sont... Et est-ce qu'on les attache au quartier? Ou est-ce qu'elles décident de trouver dans le monde des plages qui leur parlent ou qui leur correspondent, quoi. Donc elles ont fait un travail de prospection géographique. Donc certains sont partis aux États-Unis, d'autres sont restés sur les quartiers, ça ne les gênait pas du tout. Et donc elles ont pu découvrir aussi cet outil-là. Et comme c'est un niveau assez simple, hein, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas... Elles n'ont pas écrit forcément pour cet outil-là. La prochaine étape, ce qu'elles se sont dit, c'est qu'elles allaient travailler justement plus sur la narration. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rentrera dans les marqueurs, ce seront elles, les personnes qui ont participé à ce projet-là, qui rentreront dans une phase d'écriture. Voilà. Donc, voilà un peu à grands traits, hein, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à, si vous voulez tester, alors soit les télécharger ou à les tester vous-même. Reportez-vous alors au wiki du projet, qui est la mémoire un peu du projet. Donc, il y a une espèce de brouillon collectif, hein, donc voilà, mais bon, là il y a quand même tous les éléments avec des exemples de scénarios et surtout aussi quelques références. Voilà, on essaye de s'inscrire aussi dans des mouvements de pensée qui sont en train de révolutionner, on va dire, la géographie. Donc je pense beaucoup aussi à la néogéographie, qui est en fait la mutation de la géographie, des sciences de la géographie, par l'apport extérieur justement des gens qui utilisent les SIG, qui utilisent les outils cartographiques pour s'exprimer. Donc ça, c'est un mouvement de réflexion qui est d'ailleurs un des penseurs sur Montpellier, et c'est pour ça que j'en parle. Il travaille maintenant à la métropole de Montpellier. Il a passé une thèse sur la géographie, j'ai appris il n'y a pas très très longtemps. Voilà, la géopoésie et la médiologie, en fait, qui sont des mouvements qui essayent de questionner à la fois l'usage des nouvelles technologies dans la société et comment ces usages-là vont faire sens aussi pour retrouver un peu l'unité, on va dire, dans notre monde actuel. Merci. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соединяйте.